présentation des vœux au président de la République, le corps diplomatique et les organisations internationales représentées à Yaoundé et les corps constitués nationaux. On a décrypté pratiquement toutes les images de cette cérémonie, notamment la partie consacrée aux corps constitués nationaux. Il y avait des poignées de main et la presse au lendemain de cette cérémonie a interrogé est-ce qu'il s'agit là des dernières poignées de main ou la dernière poignée de main entre le président Biya et les ministres qui étaient présents. Monsieur, on commence par les absences qu'on a observées pendant cette cérémonie. Valère Bessala, il n'y avait pas le président de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas le président du Sénat. C'est les vice-présidents qui ont conduit les délégations de ces institutions. Le Conseil économique et social, là on comprend, le président est décédé, mais on a vu un Conseil économique et social réduit à 2 ou 3 membres seulement. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le président de la République lui-même de sentir qu'il y a des vides qu'il faut combler ou on avance? On ne donne pas l'occasion à un prince. Le prince connaît ses occasions et il les saisit en temps opportun. Lorsque l'opportunité lui permet, et la météo de sa propre politique qu'il façonne lui permet de le faire. Je crois que votre question est assez... elle est à la fois intuitive, mais elle nous permet aussi de rentrer dans des choses que personne peut-être ne veut dire. Nous sommes dans une république des absences. Et ce n'est pas hier ou avant-hier qu'on va le dire. La république des absences. La république des absences. Et je vais être peut-être un peu plus méchant, la république des morts. Donc nous savons qu'il y a des ministres qui sont morts depuis, qu'on n'a jamais remplacés. Et alors, il y a des malades qui viennent à chaque fois à la session de mars au Sénat. Il y a un malade qui vient, il se fait réélire, et puis il va se coucher à nouveau dans une civière en Europe. On m'aurait même dit qu'il est cette fois-ci en Russie. Vous voyez, c'est de lui que vous parliez au niveau du Sénat. Il n'était pas là. Il y a un autre qui est arrivé quand même à Yaoundé pour cette présentation de vœux, mais apparemment son corps l'a rattrapé. Et on ne l'a pas vu aussi là-bas. Je parle du président de l'Assemblée nationale. Même à la cérémonie qu'il avait annoncé lui-même à l'Assemblée nationale, c'est le premier vice-président qui a reçu les vœux en son nom. Mais il est quand même rentré à Mora, je crois, hier ou avant-hier. Vous voyez, c'est de que vous vouliez parler. Alors, moi je rentre après la République des malades, des morts et des absences, pour dire que ce qui, moi, je vais d'abord prendre ça comme ça, ce petit volet, et revenir après sur le reste. Ce qui, moi, m'a un peu intrigué, c'est le choix du président. Le choix du président de parler à certains et de ne pas parler à d'autres qu'on connaît quand même assez éminents. Le plus important, c'est lorsqu'il a fini la poignée de main. Je vois qu'il s'est arrêté longtemps auprès du clergé. Ensuite, devant le DGSN, M. Bargangere. Et ensuite devant le ministre de la Défense. Au MINDEF, oui. J'enlève le clergé. Mais le premier symbole... Et même Jean Côté. Le premier symbole, merci beaucoup, disons aussi le secrétaire général de son parti, le premier symbole, c'est que le président, justement, on l'a déjà dit plus d'une fois, et ça nous a encore réconforté dans cela, a des figures qu'il reconnaîtrait même dans son sommeil. Tout à fait. Vous voyez? Mais les autres ne les connaissent plus. Il ne les connaît plus. Donc, il manque de repères même dans la reconnaissance même de son personnel politique. Il manque de repères. Et les repères qu'il nous a montrés à travers ses arrêts majeurs en sortant de la poignée de main montrent effectivement que tout ce qui l'intéresse, c'est sa propre sécurité. J'ai dit le DGSN, j'ai dit le MINDEF. C'est tout. Et si vous dites déjà que tout ce qui intéresse un prince, c'est sa propre sécurité, alors vous êtes dans l'égoïsme managérial, vous êtes dans l'égoïsme politique. C'est-à-dire que la sécurité d'un prince, c'est d'abord son propre pouvoir. C'est-à-dire que ce qui aide à le maintenir en place, c'est cela qu'il connaît. Et pourtant, ce qui l'aide à le maintenir en place, ce n'est pas eux qui produisent des richesses. Vous voyez? C'est le ministre des Finances, c'est le ministre de l'Économie, c'est le ministre du Commerce, c'est le ministre de l'Agriculture, c'est le ministre de l'Élevage, je peux en citer. Vous comprenez? Je reste seulement sur ces quelques éléments pour vous comprendre. Mais je vais plus au fond quand même aussi. Parce que moi j'ai vu encore une guerre, excusez-moi, hein, une guerre des lits. Une guerre des lits, LIT. J'étais impressionné par le fait que, depuis que moi j'observe les présentations de vœux, je n'ai jamais vu le fils du président que nous connaissons venir lui serrer la main. Je ne l'ai jamais vu.
Je ne sais pas, je parle de mémoire, je ne sais pas si quelqu'un ici s'en souvient. Vraiment, vous me corrigerez. Vous comprenez? Peut-être qu'ils ne se retrouvent pas dans une des délégations. Non, non, non. Je pense que mes aînés qui sont là peuvent me corriger. Vous comprenez? Mais nous avons vu une chose quand même qui devient de plus en plus récurrente. Le premier lit de la cuisine, qu'on nous offre déjà à la SNH, ils reçoivent le vice-président de Guinée équatoriale avec l'épouse du PDG, que je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu là-bas, où veut, parce que l'épouse du PDG, non, le PDG, l'ADG, il est même ADG, l'ADG de la SNH, vous voyez? Alors, on le sert déjà. On voit un président arriver au Cameroun, on le voit derrière, là, on l'expose. On voit le chef de l'État aller à l'extérieur pour un voyage officiel, privé. On le voit et partout. Mais je l'ai vu, on l'a classé dans la lignée des hommes d'affaires. Les opérateurs économiques. Alors, je le dis parce que... Parlez de Frank Hetz. Je le dis, c'est vous qui prononcez son nom. Frank Hetz. Je le dis parce que nous sommes, j'estime, et je crois, comme je me bats pour la jeunesse tous les jours, je leur dis, le danger peut venir d'ailleurs, là où nous ne savons pas. Vous voyez? Et ici, cette affaire-là est très dangereuse. Je parlais du fils aîné du président parce que je crois que lui-même il fait des affaires. Nous savons qu'il fait des affaires. Mais il n'a jamais infiltré. Je dis bien infiltré. Ou alors il ne s'est jamais fait infiltrer dans les rangs de ceux qui serrent la poigne à son père lors de la présentation des vœux. Alors, cela peut-être peut passer inaperçu. Les gens le négligent, mais vous savez, d'ailleurs vous êtes un homme de communication, un journaliste, vous savez, d'ailleurs je crois que voilà le professeur Billet qui est aussi là, c'est son métier, il enseigne cela. La meilleure façon d'imposer un phénomène à une cible, c'est de l'habituer à voir le phénomène. Vous comprenez? S'il s'agit d'un individu, s'il s'agit d'un visage, s'il s'agit de la musique, d'un son, il faut juste l'habituer à l'entendre partout. Il finira par l'aimer au cas où il le détestait. Vous comprenez? Voilà là où nous allons. C'est-à-dire que... Et j'ai vu comment... même ceux qui étaient là, le journaliste a fait un vide. C'est-à-dire le journaliste s'est attiré puisqu'il commentait, il présentait, voilà tel qu'il vient, il serre la main au président. À son niveau, on a fait un vide. Et vous savez, en tant que journaliste, que lorsque vous commentez quelque chose et que vous effacez le commentaire, vous évitez un commentaire sur une figure, il y a un problème. Il y a un problème. Donc je ne voudrais pas, pour moi cette présentation de vœux, moi j'aime beaucoup les signes. Vous savez, le président est déjà un monsieur absent du peuple camerounais, du bien du peuple camerounais, du management de l'État. Et donc la meilleure façon pour moi de le lire, de le voir et de le sentir, c'est de l'observer. Et pour sortir, dire que la jeunesse doit faire attention. La jeunesse doit faire attention parce que ce qui se passe aujourd'hui actuellement au Cameroun, et je crois que nous allons encore le voir, le phénomène je l'évoque comme ça, je ne continue pas, mais je pense qu'avec le temps vous comprendrez pourquoi je l'évoque aujourd'hui. Ces 7 prochaines années seront des années encore un peu plus compliquées pour la jeunesse, et surtout avec ces phénomènes que nous sommes en train de voir. D'accord. Le monsieur dont vous venez de prononcer le nom, je crois que son nom est sorti dans les affaires de la CAN, les CAN Gate, les gens qui avaient Piccini, qui avait pris certains marchés, qui avait sous-traité certains marchés dans les stades. Son nom est ressorti dans les affaires du port autonome. Le voilà, chez M. Léné Limbi. On l'a vu. On l'a retrouvé déjà à la SNH. C'est-à-dire que recruté d'abord, ensuite il a créé une affaire où ils sont devenus tous des pétroliers, et ainsi de suite. Il y a des noms qui ressortent même à l'est là-bas, chez Léné Billet, dans les affaires de l'or. Et le nom ressort maintenant dans une nouvelle entreprise, c'est Star, qu'on a créée justement avec la dame qui gère le pétrole en sous-traitance illégale à la place de l'ADG que le Cameroun connaît, c'est-à-dire M. Moudiki. Merci. Alors, je ne voudrais pas que la jeunesse, qu'on intègre dans l'esprit de la jeunesse, qu'on peut légitimer une certaine imposture de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui n'ont jamais rien donné au Cameroun, de ceux qui ne se battent pas au quotidien, et penser que ceux qui souffrent, que l'on voit au quotidien, cette jeunesse-là, qui est vilipendée, qui est insultée par les aînés qui pensent qu'en fait le temps de la jeunesse ne viendra jamais et qu'on pense qu'en fait c'est comme cela qu'on va les introduire et pour qu'ils viennent encore faire comme leur père ce qu'on a subi déjà depuis 43 ans. Professeur Olivier Billet, sur ces signes qu'on a observés à la présidence, il y a eu les absences d'abord,
de très hautes personnalités, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. On a dit le Conseil économique et social, on peut comprendre, même si on peut interroger également la durée de cette vacance-là à la tête du Conseil économique et social. Est-ce que Valère n'est pas en train de vous donner raison? Écoutez, je ne vous le fais pas dire. Je crois que l'analyse de Valère Bessalla, qui est une analyse froide de la situation de notre pays, au fond, me conforte dans ce que j'ai mis sur la table des membres du Conseil constitutionnel. En réalité, il parle des absences, il parle des disparitions, il parle des silences, etc. Il s'agit c'est de ça qu'il est question. Je crois quand même que, vous savez, Jean-Jacques Zé, il arrive un moment où dans un pays, il est bon que les citoyens se ressaisissent. Et que les citoyens, dans leur globalité, dans leur entièreté, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas une affaire du temps de Limbi Lobe ou de Valère Bessalla, d'Olivier Billet ou de Ronan Guili, non. C'est une affaire qui concerne un pays tout entier. Et moi, je peux vous dire qu'un pays qui fonctionne au ralenti ne peut pas demander à des jeunes, on parlait de football tout à l'heure, d'être super performants sur les terrains de football. Tout simplement parce que la performance des acteurs au sommet, qui dirigent les conseils régionaux, comme mon frère Aîné Bikoro, qui sont à la tête d'un gouvernement, etc., qui sont à la tête d'un État, ces performances-là sont, je dirais, ont des conséquences directes sur les performances du reste de la nation. Absolument. Et donc, il me semble qu'il était absolument indispensable de faire observer quand même à nos concitoyens que Jean-Jacques Zé, bon, le président venait d'être réélu, il a prêté serment le 6 novembre. Moi, je veux bien qu'il continue à gouverner le pays jusqu'à 120 ans. Mais même si, évidemment, c'est une aberration qui est déjà d'ailleurs factuelle devant nous. 92 ans, c'est comme le disait Limbi Lobeto, un homme de 92 ans ne dirige pas un pays. C'est juste pas possible. C'est juste inacceptable. C'est juste inconcevable. Même chez nous, Africains. C'est des gens qui sont établis dans une logique de sagesse et qui reçoivent la jeunesse pour leur prodiguer des conseils, etc. Et donc, maintenant, si les gens veulent enfreindre et bafouer cet ordre naturel des choses, je leur dis tout simplement que, mais au moins assurez-vous que vous avez donc la compétence, la capacité, l'aptitude nécessaire pour le faire. Et que si précisément vous n'êtes plus capable de mobiliser les aptitudes à la fois physiques, morales, psychologiques, etc., et même mentales pour le faire correctement, si vous n'êtes pas capable de tenir un conseil des ministres chaque semaine, comme cela se fait dans les pays les plus normaux du monde, si vous n'êtes pas capable véritablement de présider le Conseil supérieur de la magistrature, qui depuis 5 ans ne se tient pas, le système judiciaire étant lui-même dans une logique de paralysie absolument incroyable, si au niveau même du gouvernement, vous avez une situation où le chef de l'État, et là, Jean-Jacques Zé, c'est d'une gravité absolue, depuis 2019, n'a plus réalisé de mouvement ministériel, c'est presque 7 ans, c'est-à-dire un mandat tout entier. Mais pour ceux qui rêvent d'un gouvernement qui va être présenté dans les prochains jours, je leur dis, s'il n'a pas pu le faire en 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il puisse le faire là? Il s'est passé quoi? Il s'est rien passé. Au lendemain d'une élection, par exemple. Mais écoutez, il y a eu combien d'élections depuis 2019? Nous avons eu les législatives municipales en 2020. Les sénatoriales. Nous avons eu les sénatoriales, un pléthore d'élections entre les deux. Et comme chacun le sait, de manière naturelle, même dans les démocraties les plus archaïques du monde, eh bien, il se trouve que les remaniements ministériels sont opérés lorsque, précisément, lorsque l'on sort de ces élections-là, à la seconde, ou dans les jours qui suivent, les remaniements sont effectués. Mais dans le cas d'espèce, nous voyons bien que, au fond, et c'est là-dessus que j'ai voulu attirer effectivement l'attention des membres du Conseil constitutionnel qui, conformément à notre Constitution, c'est eux qui ont la responsabilité de pouvoir agir à ce niveau-là. C'est pas moi qui peux actionner l'article de la Constitution qui permet de réaliser, de constater d'abord cet empêchement définitif dont nous parlons, dont la Constitution parle, en vue de cet impeachment qui aujourd'hui me paraît absolument inéluctable. D'accord. Et donc, il faut dire une chose, c'est que
il y a d'ailleurs un risque de pourrissement, comme le disait effectivement Valère Bessala tout à l'heure. C'est-à-dire que les incapacités déjà enregistrées par le passé, nous devons faire qu'elles ne vont que s'intensifier. Et la logique des très grandes instructions va continuer à alimenter cette espèce de défiance à l'intérieur du système gouvernemental, au point où on va se retrouver dans une crise qui va être encore plus exacerbée au sein de l'appareil gouvernemental et du système dirigeant d'une manière générale. Mais de manière extrêmement simple, ce que j'ai voulu dire, c'est que le président de la République n'a plus la compétence, l'aptitude symbolique. Vous savez que le pouvoir, il a cette dimension, il y a une dimension onctionnelle qu'il ne faut pas négliger, elle est extrêmement importante. Le pouvoir, quand les gens vous disent que tout pouvoir vient de Dieu, c'est une Bible qui ouvre parfois la Bible ici. Le pouvoir n'est pas une affaire qui vient d'ailleurs. Hein? Et donc, lorsque vous avez été dépossédé de l'onction symbolique du pouvoir, avec évidemment les constats que nous pouvons faire, c'est-à-dire que les gens décèdent au sein du gouvernement, les gens décèdent, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est des tas de membres du gouvernement qui décèdent. Il y a des démissions qui ne sont même pas, dont les remplacements ne sont pas opérés à la seconde. On vous produit des intérimaires qui eux-mêmes sont obligés de gérer double ministère, mais c'est juste incroyable. Et donc, vous avez cet ensemble de situations, vous avez parlé du Conseil économique et social tout à l'heure. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui véritablement empêche? Mais c'est pour ça que je vous dis, il s'agit de constater là des manquements constitutionnels du chef de l'État. C'est des manquements graves qui, à l'instar de ceux d'Abdallah Ouattara dont je vous parlais en Équateur, qui a été impeaché au bout de 6 mois de magistère. Et donc, cela me paraît quelque chose d'absolument grave, hein, préoccupant pour le destin de notre pays. D'accord. Ces images vues au Palais de l'Unité, François Bikoro, ces absences notables quand même, qui ne sont pas fondamentalement nouvelles, mais ça commence à courir. Le président de l'Assemblée nationale est difficilement présent, celui du Sénat est difficilement présent maintenant à des grands rendez-vous, que ce soit au Parlement même ou dans des rendez-vous comme cette présentation des vœux. Est-ce que ça ne devrait pas interroger le principal acteur lui-même, le président Biya, lorsqu'on annonce des délégations comme celle-là et qu'elles ne sont pas conduites par les présidents? Vous avez tout à fait raison. Le problème de l'agora dans notre pays sont les éléments de langage. Je voudrais saluer la famille Bush. Vous comprenez? Je salue. Allez-y, expliquez. Je salue vigoureusement la famille Bush. Il paraît que c'est la plus grande démocratie au monde. Aux États-Unis? Oui. Il y a eu 2 Bush, non? Oui. Le premier était quoi? Le père. Et le deuxième? Le fils. Il y a des débats quand vous les lancez dans l'opinion qui gênent. Ça gêne beaucoup. Parce qu'on a le problème du gouvernement. Et vous suscitez une piste de distraction qui va faire à ce qu'on oublie que depuis 7 ans, il n'y a pas un gouvernement dans ce pays. La piste de distraction, c'est laquelle? Oui, quand on dit que le fils de tel ne peut pas attraire à ceci, et qu'on dit que c'est un danger pour la République, là, vous répondez ça ne crée rien, je ne réponds pas, j'ajoute le débat. Vous répondez à Valérie Basse. J'ajoute le débat. Je dis que là où vous avez copié la gouvernance jacobine, parce que la gouvernance jacobine, qui fait en sorte que dès qu'il y a une élection, il faut faire un gouvernement. Tu es tout à fait d'accord, puisque ce sont les habitudes que nous avons eues. Ça peut même... C'est la gouvernance républicaine. Non, moi je suis dans la gouvernance dans le village. Quand le notable est malade, on le remplace par dans mon village. Ça c'est la gouvernance. Non, nous parlons de démocratie. Je ne parle pas de démocratie. Je ne parle pas de démocratie. Je vous dis, nous sommes ici dans la gouvernance jacobine. C'est elle qui nous a apporté ces bonnes choses. Donc quand un notable est malade, on le remplace. On ne le remplace pas. On le soigne. Comment on remplace un élu? On le remplace comment? Professeur, vous allez nous aider. À une autre élection. Très bien. Donc c'est un débat clos. Mais ce qui n'enlève pas que il est vraisemblablement absent parce que ça ne va plus. On se comprend. Il y a une élection en février, je crois, non? Donc il faudra attendre les prochaines élections. Non, mais je vous dis que quand quelqu'un a été élu et qu'il est malade, il ne va pas le remplacer par un mécanisme qui n'est pas le même que celui qui l'a amené là. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc pour moi, c'est un débat qui nous distrait. En revanche, préparez-vous en mars et en février. Vous savez comment on remplace les vieillards impotents dans la démocratie. Comme tu veux un peu insister sur la démocratie. Tu sais comment on remplace quelqu'un dont tu dis que le peuple dit qu'il est fatigué, il est malade, il est absent. Tu sais comment le faire et c'est en février à mars.
C'est ce que vous enseignez aux enfants à l'université. Maintenant, il y a que nous n'étions pas habitués à voir un gouvernement durer aussi longtemps, même quand on le remplace en portion. Maintenant, je veux simplement comprendre. Quelqu'un a dit qu'il a causé avec 3 ou 4 personnes. Nous sommes dans un pays taraudé dans son flanc nord par Boko Haram. Oui ou non? Dans son flanc ouest par des bandits qui veulent se succéder au Cameroun. Dans son flanc est, ça se dit un peu calmé là-bas. En rappelant que le président de la République est le ministre de la Défense lui-même. Je ne veux pas savoir, je veux décrire au Camerounais le type de Cameroun qui peut amener un président de la République à n'échanger qu'avec des gens qui jouent un rôle permanent pendant que nous on débat pour débattre. Ce sont des forces de défense et de sécurité. C'est qui les gèrent. Il paraît qu'il se voit un peu plus pendant l'intersaison que vous appelez Conseil des ministres. Je suis convaincu qu'un ministre de la Défense ne peut pas faire 7 ans sans voir le président de la République pour donner l'état de la sécurité du pays. Donc pour moi, c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Mais je dis encore que nous avons été habitués que dès qu'il y a un grand rendez-vous national, qui est le remplacement par les questions légales et réglementaires comme l'élection, que le gouvernement qui suit réponde à cette nouvelle configuration politique qui s'est mise en place. C'est à ce niveau qu'il y a des interrogations. Mais si on ajoute d'autres ingrédients, moi j'aurais été le président de la République et que j'entends ce qu'on a entendu sur le plateau, je me demande pourquoi je sers les autres Camerounais. On dit que mes enfants ne doivent pas se servir. Nous avons eu ce débat au Sud. C'est pour ça que je suis inquiet. On a fait tout un procès à Katimeba, disant que comme son père est président de la République, elle ne peut pas attraire à un poste électif. Ah, mais il faut préciser que Valère Bessala n'est pas... Non, je ne parle pas de Valère. n'est pas contre la présidence. Je ne parle pas de Valère. Je ne parle pas de Valère. Il a même dit qu'il n'a jamais... Il a averti la jeunesse. Oui, que il aurait pu parler des enfants des ministres qui sont préfets et sous-préfets et directeurs généraux. C'est pas là-bas sa préoccupation. Moi je ne parle pas pour évoqué. Je ne parle pas pour Valère. Je te donne la meilleure occasion comme celle-là. Mais il voit plutôt quelqu'un d'autre. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait pas dans Je ne veux pas entrer là-bas. Les histoires de liste, c'est de distraction pour moi. Je vous dis que les compréhensions. Jean-Jacques, même dans nos foyers. Tu veux m'empêcher de comprendre? Non, allez-y. Je m'arrête. Non, François, c'est dommage. Je vous dis que je sors d'une région où on débat il y a 2 mois. Au point qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils vont aller en Guinée équatoriale. Parce qu'il y a des éléments de langage, quand tu les mets dans le public, tu ne peux pas prédisposer la compréhension des gens. Dans un pays, nous ne sommes pas politiquement marqués. Les histoires de fils et machin, tout là, ça ne doit pas dans le débat public. C'est la compétence. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est ceci? Quand tu mets ce genre d'éléments-là, tout le monde peut s'entendre là-dessus. D'accord. Mais si tu sors de là, le point central, qui est celui d'un gouvernement qui avait l'habitude d'arriver quand il y a une élection de grande envergure, comme l'élection présidentielle, il va être évacué. Parce que les Camerounais sont arrivés à un niveau, dès que tu dis frère, fils, oncle, ils y vont là-bas, ici en gouffre, alors que ce n'était pas l'objet principal de ton. Tout simplement, il dit que moi je ne peux pas entrer dans ce débat. Mais je dis que nous avons été habitués, selon les principes de la gouvernance jacobine, je le répète encore, qu'à l'issue d'une élection, le gouvernement doit être la configuration de ce qui est sorti de l'élection. Mais vous avez remarqué qu'avec les conjonctures difficiles dont nous traversons, il y a eu des moments où même ce type de gouvernement, les noms arrivent qui ne sont pas la configuration de ce qui s'est passé à l'issue d'une élection. On l'a vu. Donc nous disons seulement au président de la République, lui-même est revenu jeter le pavé en disant qu'il va mener un gouvernement dans les prochains jours. Oui. Le débat est celui de dire qu'il est absent, qu'il ne maîtrise plus la preuve, il est au tribunal avec Olivier Binet, qu'il coupe ce débat rapidement, pour mettre fin à toutes les pérégrinations qu'il rapidement ce gouvernement et on a le débat attention, professeur, oui. Non, vraiment on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, puisque le sujet est encore sur la table, juste pour dire à François, à mon ami François, parce que François est mon ami, hein. Tout à fait. On est très bon rapport. Je dis simplement que oui, l'annonce a été faite. Oui, Urbi et Orbi. Mais voyons bien que les choses ne bougent pas. Et je dis à François que quand bien même, par extraordinaire ou par miracle, quelque chose était fait,
qu'un gouvernement advenait, ce dont je doute fortement, et ça je le dis avec fermeté, eh bien, il faut considérer simplement que le constat de base qui est fait demeure, et il demeurera, il s'intensifiera avec le temps. Et donc, il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir. C'est la raison pour laquelle il fallait précisément alerter le Conseil constitutionnel pour qu'il prenne ses responsabilités. Alors, ça me à son rassure. niveau. Seulement que le gouvernement soit... Je le souhaite. Non, mais la requête porte sur la destitution du président de la République. On met cela en sous-thème. Limbirobé, sur cette question, on voit bien que François est en train de nous convaincre de ce que le débat sur la présence ou l'absence, sont-ils malades ou pas, du président de l'Assemblée nationale du Sénat est hors sujet aujourd'hui, parce qu'il y a une élection qui arrive et c'est là-bas qu'on peut les remplacer. Sauf qu'entre-temps, il y a quand même eu des élections sénatoriales et on a vu que le président Niak a été reconduit malgré l'état de santé qui était pratiquement qui était inquiétant. Ce que Bikoro a dit est très important pour que les gens comprennent que ils sont victimes, si jamais ils sont victimes de quelque chose, c'est leur propre responsabilité. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous avez eu des élections, c'est à l'occasion de ces élections-là que vous aurez dû prendre en considération tous les éléments. Il est en train de nous dire ce que je dis depuis. Ne nous amusons pas avec les élections. On élit des gens de façon très superficielle. On vous a donné quelques maquereaux, vous élisez déjà, et puis après vous vous étonnez qu'ils ne sont pas à la hauteur des missions. L'élection présidentielle, j'ai tout fait dans cette chaîne pour que longtemps à l'avance, elle soit au cœur de nos préoccupations ici. Et cette chaîne m'a donné la possibilité, et je remercie cette maison, parce que j'étais dans la même logique que Bikoro. Les élections arrivent, prenons nos responsabilités. J'ai rappelé ici que la Bible ne ment pas. Ce qu'elle dit s'accomplit toujours. Moi, je ne connais pas une seule chose que la Bible a dite. Et il s'est avéré que les choses se sont faites autrement. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste chapitre 3, je ne vais pas tout lire, c'est long. Heureusement. Du premier verset jusqu'au verset 8. Il y a un temps fixé pour tout. Il y a un temps fixé. Oui, un temps pour tout affaire sous les cieux. Et le sage commence à décliner les différentes variables. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui a été planté, etc., etc. Il y a un temps pour mettre le président. Il y a un temps pour l'enlever. Il y a un temps pour comprendre que le président ne pourra pas être à la hauteur. Si vous laissez passer ce temps-là, vous allez subir. Parce que dans Exode, chapitre 18, verset 21, Jéthro, c'était le sacrificateur à cette époque. Il était chargé de faire des sacrifices à Dieu. Il dit à Moïse, il était le beau-père de Moïse. Moïse qui était le guide. Il lui dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. La capacité, ici, elle est globale, intellectuelle, physique et tout. Il ajoute d'autres qualités qui ne relèvent pas de la capacité physique et intellectuelle. Il dit, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Et il commence, établis-les sur eux comme chefs des 1000, des 100, des 50, des 10, tous les degrés de la chefferie. Les hommes capables. L'organisation. On va à une élection. Des gens qui ont été formés,
que le président a préparé, nous on le pensait, 43 ans durant. Ils sont incapables de dire, papa, nous pouvons continuer ton travail. Eux-mêmes abdiquent. Moi je sais que ce sont les vieux chefs qui abdiquent. Mais ici nous voyons des jeunes qui abdiquent. Il dit non, on ne peut rien, c'est toi. Le président est fatigué. Il y a eu ce débat ici. Il y a quelqu'un au monde à 92 ans qui n'est pas fatigué. On a voulu nous démontrer par tous les moyens ici que le président est en super forme. Voilà un juge de 92 ans à qui on veut confier l'affaire Maduro aux États-Unis. Mais même aux États-Unis et le reste du monde commence à dire, mais ce juge à 92 ans, il est toujours en service. Juge à 92 ans, il a 92 ans, non? Voilà. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, le juge devant qui est parti comparaître. C'est bon, le bravo. Oui, bravo. Mais le mal est contagieux. Si on regarde d'ailleurs, on voit que les gens sont 92 ans candidats aux élections. Demain, les gens auront 100 ans. Ils seront candidats. Mais pourquoi vous croyez qu'aux États-Unis, c'est Dieu qui a créé les gens là-bas différemment? Il a créé, nous sommes tous créés au 7e jour. Mais on est d'accord que la procédure, par exemple, celle initiée par le professeur Billet, n'attend pas la fin d'un mandat. Non, la question d'Olivier Billet est une autre chose. Oui. Olivier interpelle les gens. Il veut montrer que on vous avait dit. Vous avez refusé de voir. Voici donc maintenant la situation. Il sait qu'il n'aura pas gain de cause. Non, moi, le débat sera ouvert. Il le sait. Parce que ceux à qui il demande de prendre acte de la vacance ou bien de l'incapacité de payer, eux-mêmes sont des gens à qui on devrait donner, reconnaître l'aspiration. C'est Clément Atamana qui dira. Je ne veux pas. Non, mais je ne veux pas que papa Clément Atangana sorte de sa maison pour aller au travail. Il a travaillé, il a formé les gens, il nous a enseigné, il nous a montré la voie à suivre. Au nom de quoi nous sommes incapables de continuer. J'ai dit tout à l'heure, Emma Basile a été délégué. Il a conçu un hôtel de ville digne de ce nom. Expliquez-moi, au nom de quoi dans ce pays, personne ne peut imiter Emma Basile? C'est quel genre de société que nous avons? Et ils sont jeunes. Je ne personne. À Douala, tous des Sawa, délégués du gouvernement d'abord, ensuite maire de la ville. Il y a une maquette qui est posée à la salle Tokoku. Kokou Otobi a pris la peine de faire. Il n'a pas réalisé. Personne après lui. On ne trouve pas de terrain. Personne ne voit où il peut construire. Mais les hommes d'affaires voient les terrains tous les jours à Bonanjo. Ils arrachent le terrain privé de l'État. Et ils construisent leurs immeubles qui leur appartiennent. Nous, qui devons bâtir pour l'intérêt général, on ne voit pas. D'accord, la Bible ne ment pas. D'accord, on est d'accord. Elle nous a dit de choisir parmi le peuple des hommes capables. Nous avons décidé de choisir des hommes malades, des hommes fatigués, des hommes vieux. Nous allons boire ça jusqu'à la lit. Quand l'opposition parle, on dit que non. Maintenant, qui sont ceux qui se plaignent? Vous croyez que moi je me plains qu'on n'a pas fait le gouvernement? Papa bien ne fait pas de gouvernement. Reste comme ça. Reste. Ça ne te dérange pas? Oui, ceux qui sont là, c'est eux qui ont dit que tu n'étais pas fatigué. Tout à fait. C'est eux qui publient tes photos. À la maison, on montre les dossiers partout, dans le canapé. Donc pour nous montrer qu'à la maison, on était reposé. Causer avec Chantal des affaires de la famille. Recevoir les gens pour leur donner les conseils sur la gouvernance. On t'apporte des piles de dossiers. Je ne veux pas qu'un homme de 92 ans c'est ce qu'on lit les dossiers. Professeur, sur cette question-là, vous voyez bien que les sujets se retrouvent entre... Donc vous allez vous l'avez mis là, vous allez rester avec lui, il va pas faire le gouvernement. Papa ne fait pas de gouvernement, restez comme ça. Et eux aussi, ne travaillez pas parce qu'on attendait le gouvernement. D'accord. Entre la requête du professeur Olivier Billet,
les arguments développés par Valère Bessala et ce qu'on a vu, ces différentes absences-là, il y a la question de capacité finalement qui intervient. Si on s'inspire de la Bible, sont-ils encore capables de travailler? Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Vous voulez les charger pourquoi? Pourquoi vous voulez les charger? Ils vous ont dit qu'ils ne veulent plus être président. Merci de me donner la parole. Pour le président de l'Assemblée nationale, vous savez comment on devient député. Et tous les députés sont élus. À partir du moment où M. Djibril Kavaye Yegui a été élu comme député de la nation, puis ensuite, dans le cadre des élections du bureau de l'Assemblée nationale, a été élu président de l'Assemblée nationale, même si il arrive qu'il puisse se sentir mal, ce n'est que par une procédure élective à l'intérieur de l'Assemblée nationale, tant que son mandat de député court, qu'on peut le remplacer. Mais maintenant, son remplacement est affaire d'opportunité politique. Parce que dans notre système, les députés sont liés à des formations politiques. On ne constate pas, voilà. Le bilan a certainement beaucoup parcouru la loi, on ne constate pas les incapacités là-bas. C'est à peu près la même chose pour le président du Sénat, même si le président du Sénat, initialement, a été nommé. Donc, il n'y aura pas de changement simplement parce qu'il ne se sent pas bien. Le débat sur la capacité est un débat qui montre l'impatience, en partie fondée d'ailleurs, des générations nouvelles d'accéder aux sphères de la décision publique, aux sphères de la décision politique dans notre pays. Mais en même temps, il y a des règles. La question de savoir si des gens d'un certain âge, on parle ici du président Paul Biya, peuvent être présidents, ça ne peut pas être réglé par des opinions morales. Parce que en la matière, nous ne sommes pas une société d'ordre moral, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a une position morale unique sur telle ou telle chose. À partir de ce moment, pour régler les conflits moraux d'opinion, on recourt à la loi. Il n'y a pas une loi qui interdise à quelqu'un, même s'il a 200 ans, d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, une fois qu'il est candidat, si les gens estiment qu'il ne peut pas, ils ne le votent pas, c'est simple. Ils n'ont qu'à ne pas le voter. Mais une fois qu'il est voté, il est président. Maintenant, les systèmes institutionnels évoluent dans l'histoire en fonction des questions qu'ils rencontrent. Il ne suffit pas d'établir dans un texte des règles. Il y a également des circonstances et des situations dans lesquelles certains aspects de ces règles-là peuvent être éprouvés. Le Cameroun n'a jamais été confronté à une situation où les institutions censées établir la vacance du pouvoir l'ont constaté. Ça n'a jamais existé. Bon, ça peut toujours exister. À partir du moment où ce que le professeur Billet veut faire, mais ça pose un problème. C'est-à-dire au plan juridique, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a toutes les règles nécessaires, même pour pouvoir faire ce constat? D'abord sur la compétence des autorités qui doivent faire ce constat. Bon, là, il y a à peu près des choses, mais sur même la régulation procédurale du constat, ça n'existe pas. Vous voulez dire que le Conseil constitutionnel ne peut pas faire ce constat de la vacance? Je dis que le dispositif normatif n'est pas encore, puisqu'il n'a pas encore été confronté à une situation, il n'est pas encore suffisamment développé pour le faire. Et c'est là où j'en viens donc à la question du mouvement ministériel qui est posé ici. Et vous voyez que comme M. Limbi Lobé est un adversaire de Paul Biya,
il lui donne un conseil toxique. De ne rien faire du tout. De ne rien faire du tout. Parce que lui, monsieur Limbi, ça l'arrange. Parce que quand le président Paul Biya ne va pas faire de remaniement, il va revenir vous dire, vous voyez alors, n'est-ce pas que je vous avais dit que Paul Biya est incapable, vous l'avez quand même élu, vous-même vous voyez, non? Mais eux, ils sont déjà en train de voir, il n'a encore rien dit. Favorable à un mouvement. Non, le problème c'est quoi? C'est que nous devons prendre les institutions au sérieux. Et nous devons prendre les pratiques institutionnelles au sérieux. Tout à fait. Parce que si nous ne les prenons pas au sérieux, ça crée des éléments chrysogènes. C'est-à-dire quoi? Dans l'histoire institutionnelle du Cameroun en général, depuis le président Ahmadou Ahidjo jusqu'au président Paul Biya, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, généralement, après, il y a la mise en place d'un nouveau gouvernement. Maintenant, l'ampleur du mouvement, c'est le président qui décide. Parce que c'est une compétence discrétionnaire. Il peut décider de changer tous les ministres s'il veut. Il peut décider d'en changer une partie. Alors, il se passe Il peut décider d'en changer. Pourquoi on a brisé cette tradition ces 7 dernières années? Il y a eu des élections en tout temps. Certaines circonstances peuvent justifier, mais ces circonstances-là, pour le président Paul Biya en tant qu'opérateur politique, ne sont pas pour rien dans le fait que sa position électorale hégémonique qu'il avait ait été érodée. Oui. Ne pensez pas que le travail de sape que l'opposition fait est sans portée. À force de dire tous les jours, le président Paul Biya ne peut pas. Le président Paul Biya ne peut plus rien faire. Il est incapable. Si vous le laissez, l'opposition avance. Et les citoyens se disent, ah mais finalement ils ont raison. Ils ont raison. Finalement ils ont raison. Donc même l'intérêt politique du groupe gouvernant commande qu'il y ait quelque chose. Les blocages sont maintenant liés à des effets de rente. Ça veut dire que ceux qui occupent des positions ne veulent pas les perdre. Et ils peuvent utiliser des manœuvres d'influence pour essayer d'entretenir la situation, le statu quo. Sauf que ce statu quo crée d'abord des signaux critiques pour le groupe gouvernant et crée des signaux critiques pour le système institutionnel. Les institutions, ce sont les cadres qui permettent d'assurer la permanence dans une société. Et il faut les traiter avec soin. Parce qu'une société qui est sérieuse essaye de construire des institutions qui lui conviennent et des institutions qu'elle met sérieusement en pratique. Parce qu'effectivement, les manœuvres comme celle du professeur Billet, les autres peuvent les négliger, mais il faut faire extrêmement attention. Ça veut dire que si dans le groupe gouvernant, on ne comprend pas ce qui se joue là, parce que moi je pense, peut-être que je me trompe, mais moi je pense que c'est en direction des Camerounais que le professeur Billet fait ce qu'il a fait là. Ce n'est même pas tellement... Il est là. Moi je il est là, il va dire sûr. C'est la lecture que c'est en direction des Camerounais qu'il fait. Ce que Libi dit là que Papa Paul Biya ne fait pas le gouvernement, c'est en direction des Camerounais. C'est pour relancer le narratif sur le fait que le vieux ne peut plus. Donc toutes les conditions qui vont faire qu'une dynamique institutionnelle consacrée, il y a à peu près qu'en 2011, on a attendu à peu près 2 ans pour faire le gouvernement. Maintenant, la chose se complique parce que le président Paul Biya lui-même a dit dans les prochains jours. Donc maintenant, s'il ne fait donc pas ça dans les prochains jours, la même opposition va venir vous dire, et c'est ce que l'opposition Billet fait, n'est-ce pas que vous avez dit? Il a dit dans les prochains jours. Voilà, on a fait les calculettes. Donc c'est une affaire. C'est une affaire extrêmement délicate et une affaire que le groupe gouvernant ne doit pas
négligé. D'accord. Maître Youk, bonjour. Maître Youk Roger, avocat au barreau du Cameroun, il dit: je suis également d'accord avec M. Limbi Lobet et demande au président de ne pas faire de remaniement. Il faut argumenter. Ce sont des conseillers toxiques. Maître Youk, vous êtes conseiller c'est déjà toxique également. Ils sont là, Bonjour à vous, le plateau libre expression. Je voudrais parler ici à M. Limbi Lobet, que je supporte beaucoup, mais je ne supporterai pas ses égarements sur la Bible. Il y a un temps pour toutes choses, mais c'est Dieu qui fixe ce temps. Monsieur Limbi, pas les hommes, c'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir. Seconde pour toi, qui est malade ou qui ne l'est pas, ou alors qui est capable et qui ne l'est pas. Je pense bien que celui qui est là, c'est lui qui doit être, car c'est la majorité qui prime. En plus, la Bible dit tout. Toute autorité vient de Dieu. Entendez-vous, hein, finalement. Je n'ai pas mandat avec lui. Il fait une exégèse qui est... Bonjour, bon dimanche plateau. Merci pour le travail d'éducation et d'éveil des consciences que vous abattez. Juste pour apporter un rectificatif au propos de M. Limbi Lobet au sujet de la construction de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de Yaoundé a été construit en 78. Fouda André étant délégué du gouvernement. Emma Basile accède à cette fonction en 81. Merci et bon dimanche. Ah, très bien. Merci de participer. Moi, j'ai pensé à un moment donné. D'accord. Merci de participer aussi efficacement et utilement à l'émission. Et Limbi Lobet, quand les jeunes veulent travailler, tu dis qu'ils sont dans la mafia parce que tu supportes ton frère Molé Kombi. Arrête de nous saouler. Et non, mais Molé vous a laissé, non? Interprétation purement littérale des Saintes Écritures. Oui. C'est ce qu'on dit, Limbi Lobet. Il fasse l'interprétation ésotérique. Moi, je fais la littérale. Oui, le juge en charge de juger Maduro a 92 ans, il s'appelle M. Alvin Elstein. D'accord, merci de... Et même là-bas, on se demande comment il fait pour travailler à 92 ans. Alors, un juge est toujours un fonctionnaire quand même. Mais c'est la nuance dont c'est qu'aux États-Unis, un juge est politique. C'est-à-dire qu'il est élu. Il est élu, oui. Hein? Et les politiciens n'ont pas de retraite. Il n'y a pas de retraite quand on est non politique. On peut avoir un retrait. Mais tant qu'un politicien n'est pas mort, il est actif. D'accord. Tous les Américains là, ne faites pas le gouvernement et Limbi Lobet. Il est important de faire le gouvernement parce que si vous ne le faites pas, vous donnerez raison à ceux qui disent comme le professeur Billet que le mais c'est ce que lui veut. Finalement, la formation d'un gouvernement n'est plus un simple acte du président de la République. À écouter les uns et les autres, c'est devenu compliqué. C'est même quelque peu bloqué. Le professeur a lâché ce mot tout à l'heure. Excellente question. Mais permettez-moi d'embrayer sur ce qui a été dit sur mon propos. Bon, je pense que l'aîné Bikoro, il a pris un exemple de Bush. Walker. Walker a 80 ans cette année. Walker Bush, junior. Il a fait ses classes en politique. Sa première élection manquée, c'est en 1978, à la Chambre des représentants. Ensuite, il a été élu gouverneur du Texas en 1994, avant de prendre les États-Unis en 2000. Ça, il faut le noter. Je parle du travail. Je parle des gens qui font leur classe. Nous ne parlons pas des parachutés. Je ne voudrais pas que l'on vienne faire comprendre aux Camerounais que quelqu'un peut sortir d'un jupon et s'asseoir à la place du président de la République parce qu'il a utilisé un raccourci. C'est ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui veulent jeter en pâture les fils des ministres qui sont des préfets, sous-préfets, il faut se rentrer de leur faire la classe. On ne leur reprochera jamais d'utiliser l'avantage que leurs pères ont de les positionner. Vous comprenez? Le mal pour nous viendrait que les positions dont ils ont bénéficié, peut-être de l'entre-gens ou de la position de leur père, qu'ils ne puissent pas assumer les responsabilités comme il faut. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'ils soient incompétents. Donc, il y en a qui sont nés avec une queue en or dans la bouche. On ne va pas les cisailler pour cela. On ne fait pas un concours pour naître fils de Bikoro, ou pour naître fils de Wonandini, ou de Olivier Billet, vous comprenez? Mais quand vous avez cette position, vous pouvez utiliser ces avantages. Mais nous disons que ce qui se passe là,
ne devrait pas continuer. Autant donc le nommer directement ministre de quelque chose ou DG de quelque chose, et on sait qu'on l'a responsabilisé là. Je crois que la CAA, il y a l'office de Ndongo Somba qui est là-bas. Mais on a vu un parcours. Mais on ne le critique pas pour autant. Est-ce qu'il y a des mauvaises feuilles de ce côté-là? Il y a l'office de M. Sadi qui est là, qui est préfet, qui fait ses classes. Il est même mon cadet derrière, loin derrière moi. Il a été premier agent préfectoral, SG de région, préfet déjà 2 fois, il est en Malmaillon. Et il fait son travail excellemment. Est-ce que c'est pour autant qu'on va le critiquer? Nous disons simplement que la succession, si les gens veulent que quelqu'un succède à la place des Biya, il ne faut pas nous produire un postiche. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Nous mettons quelque part DG, je ne sais pas de quoi. Le peuple doit le faire travailler, préparez-le. Mettez-le dans une marmite, mettez les condiments, préparez-le, mettez du fumet, mettez tout ce que vous voulez. Si demain le peuple juge qu'il a fait toutes ses classes et qu'il doit remplacer son beau-père, parce qu'il est son beau-père, ben, c'est le peuple qui décidera. Mais ne nous imposez pas Moi, je croyais que tu parlais du fils du président. Non. Son beau-fils. C'était bien clair, il ne parlait pas du fils du président. Il vous a dit qu'il n'a jamais vu le fils du président allié là-bas pour aller serrer les... Pourtant, il fait des affaires, il fait des affaires, il fait l'opérateur de Le problème, c'est le beau. Le beau-fils. Ouais. Ah, c'est le fils. Il a épousé. Non, non, le fils de la première dame. Oui, c'est parce que je crois que je crains que l'aîné Bikoro se blesse davantage parce que je peux aller encore plus loin violemment dans le sujet. Donc j'ai préféré m'arrêter la parole de ce qu'il a voulu défendre pour il n'a pas compris ce que je me défendre. Vous comprenez? Alors cette situation qui paraît... Alors nous revenons sur le sujet. La formation d'un gouvernement devient une équation assez compliquée. C'est une équation compliquée, effectivement. C'est une équation assez compliquée. Pourquoi? On le sait, on l'a dit. Néné Bilé, tout le monde le dit. C'est un secret de polichinelle. Le président est déjà dans une incapacité criante, manifeste. Et le professeur le disait tout à l'heure, et on l'a dit en biais, il y a une semaine, sur votre plateau. Le gouvernement qui s'en vient ne sera que le reflet de ce que les collaborateurs auront décidé, ainsi que de ce que la cuisine du président aura décidé. Le professeur a parlé de rente, mais dans un sens autre. Moi, je parlais de rente dans le sens des rétro-commissions. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, depuis que Biya a été réélu, ceux qui sont là en place savent que le prochain gouvernement sera probablement constitué des gens qui décideront de la succession. Donc, il vaut mieux pour eux... l'enjeu est grandissant. L'enjeu est grand et il est grandissant. Il vaut mieux pour eux de garder leur position actuelle afin de pouvoir décider le moment venu. Vous voyez? Donc, changer un gouvernement actuellement n'est pas à leur avantage. Et si, et quand même bien, par extraordinaire, le président avait cette petite volonté-là, et que même la pression du peuple leur faisait chaud, froid au dos, ils venaient vraiment à changer ce gouvernement. Ces mêmes gens qui sont en poste s'arrangeraient absolument à coopter des gens, que ce soit à leur propre place, que ce soit à d'autres postes, qu'ils continueraient à contrôler même derrière le rideau. Vous comprenez? C'est-à-dire des gens qui n'en valent pas la peine, mais qui ne sont que des pauvres exécutants, le moment venu, qui les aideront à récupérer la succession. C'est de ça qu'il est question pour le prochain gouvernement. Alors, je voudrais que l'on se comprenne sur ce qui est en train de se passer au Cameroun. Parce que on dit, Biya, il ne peut plus, on a parlé du président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez, les gens qui veulent dire que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, d'accord, ils sont élus. Non, il faut attendre les élections. Non, attendez. Vraiment, monsieur Zé, vous connaissez mieux. C'est un joueur que j'adore beaucoup. Nous sommes quand même de ceux qui ne disent pas toujours beaucoup de choses, pas parce que nous n'en savons pas, mais parce que nous pensons quand même que nous devons toujours aider à la cohésion sociale. Un président de l'Assemblée nationale n'est pas seulement là-bas comme député. Il est comme gestionnaire, manager d'une institution. Tout à fait. De l'administration de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général, c'est... Et les frasques, je voudrais même vous amener dans les frasques. Si je vous amène dans les frasques quotidiennes de l'Assemblée nationale, monsieur Zé, si je vous dis seulement ce qu'a coûté le budget de la communication pour l'inauguration de cette affaire que les Chinois nous ont donné là. Si on vous dit ce que ça a coûté les bakchis, tout ce qu'ils ont détourné comme milliards. Parce que vous voulez nous parler de quoi? Quand quelqu'un est important, il est important. Vous savez, le président du Sénat,
son secrétaire général est resté en Europe près d'un an. C'est Meva, non? Oui, c'est Meva. Il y avait déjà son adjoint qui était déjà en poste, mais il continue à recevoir toujours le même traitement, avec le même, il y avait une autre les mêmes avantages. Il y avait une autre pour le officielle qui maintenir, c'est-à-dire qu'on avait, reste là-bas, on avait tu auras deux toujours droit secrétaires à généraux. tes avantages. Il y avait une autre officielle. Phénoménal. Oui. Et son fils, pour ne pas toujours dire son beau-fils, c'est lui qui s'aimait, qui faisait la pluie et le beau temps, là-bas. Des recrutements Au Sénat. Des recrutements dans les quartiers en prenant de l'argent aux gens pour faire recruter au Sénat. Ça a été couvert. Parce que nous avons un président du Sénat qui est déjà fatigué. Fatigué aussi. Vous comprenez ce que je dis? État végétatif. Vous prenez de l'argent. Si vous vous dites l'argent qui sort de là-bas, au quotidien, parce que le président du Sénat n'est pas là. On est en permanent intérim. Ce n'est pas une affaire d'élection. Légumes. Ce n'est pas une affaire d'élection. Donc, on ne remplace pas un président à la tête d'une chambre parce qu'il a été élu. Non. S'il est élu, il peut rentrer au Parlement normalement comme un député seul. Absolument. Mais dans la gestion de l'Assemblée nationale, du dernier public, dans la gestion du dernier public, il est président. non, il n'y a rien à Il faut qu'il confondre. ne soit plus président. Il n'y a rien à confondre. Il n'y a rien à confondre. Ça que je lève le organe du bureau. Il n'y a rien à confondre. C'est pour ça que l'élection n'est pas exact. Il y a l'élection du bureau de l'Assemblée nationale qui se fait de manière annuelle. Chaque année. Oui. Mais n'oubliez pas la configuration du système camerounais. Les députés sont liés au parti politique. Et c'est le parti politique qui, en fonction de l'opportunité, détermine s'il doit maintenir, quand il a la majorité, celui qui est nommé président de l'Assemblée nationale ou pas. Je veux donc comprendre à partir de ce que le professeur dit, que la seule personne compétente parmi les députés du parti au pouvoir que l'on peut mettre au perchoir, ce n'est pas vous, monsieur. c'est celui de Tokombéré. C'est le RDC qui a décidé. Alors, professeur, on avait dit l'administration, quitte à brader le denier public à l'Assemblée nationale, quitte à rouler toute l'administration de l'Assemblée nationale à bout, il faudrait absolument qu'il reste là parce qu'il est le plus Et c'est le parti qu'il a choisi. le plus potent. D'accord. Il voulait dire en très peu de temps sur la question. Je voulais dire deux choses. Mathias a ce petit défaut que et je ne sais pas pourquoi il rappelle des évidences mais qui ne change pas la réalité de la situation qu'il veut décrire ou justifier. La loi ne dit pas, il n'y a aucune loi. Tout le monde sait qu'il n'y a aucune loi qui fixe l'âge maximum pour être éligible. Pour autant, tout âge n'est pas indiqué. C'est la loi qui règle. Non, attends, c'est faux ce que tu dis. C'est la loi. Il n'y a pas la loi qui règle pas la morale. Il a dit que c'est la morale, mais c'est nous ne sommes pas dans une société d'ordre moral. Non, il y a un ordre moral unique dans notre société. Absolument, il n'y en a pas. Absolument faux. Ah, mais bon, vous... Les peines même qui sont prévues dans les différents codes, en particulier le code pénal, sont des peines qui viennent rappeler l'ordre moral qui gouverne toute société humaine. L'ordre moral du Cameroun, donc venez nous parler ici que les choses, et j'ai donc gardé, c'est mon souci. C'est ton problème là. Oui, j'ai gardé ça. Ça ne m'intéresse pas. Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, toutes choses sont permises. Voilà l'ordre légal. Toutes choses sont permises. Mais l'ordre moral dit que toutes choses ne sont pas avantageuses. Ce n'est pas parce que la loi n'a pas dit. Ce n'est pas parce que la loi n'a pas prévu. Ouais, tu as parlé, j'étais. Elle n'est pas unique. Ce n'est pas parce que la loi a prévu que pour être président de la République, il faut avoir au moins 5 ans.
ou bien que pour être député, il faut avoir 23 ans, n'est-ce pas? Est-ce que si nous nous asseyons avec des députés de 23 ans, nous allons les mettre à la présidence de l'Assemblée nationale? La loi ne nous interdit pas de le faire. Oui. Mais l'ordre moral, la prise en compte de quelqu'un de 80 ans, vous donnez le critère. Laisse-moi parler. Voilà donc l'honorable Que dit la loi? Ce n'est pas dans l'ordre moral. Maintenant la loi, l'article 157. Juste un rappel. L'article 157 du code électoral évoque très bien l'idée que la vacance, il y a une vacance possible. Oui. On ne change pas seulement un député à l'occasion de l'élection. Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire. Personne n'est décédé, Donc, personne n'a démissionné. l'incapacité physique peut entraîner la démission. Il n'y a pas de démissionnaire, il n'y a pas de démissionnaire. Pour le moment, oui. Pourquoi Merci. un sénateur est devenu incapable de Merci, Libi Lobert. Alors, on a dans l'ordre moral que défend Libi Lobert, il y a l'ordre légal qui encadre tout cela. Les deux n'ont jamais été incompatibles. Moi, je suis un Nous sommes acteur d'accord. politique. Mais ce qui prévaut dans Je suis le un cas, c'est acteur l'ordre légal. politique. Oui. Je voudrais être élu ad vitam aeternam au Conseil régional du Sud. Même si vous avez 80 ans aussi. Non, je vous dis, je voudrais être élu ad vitam aeternam comme conseiller régional du Sud. La stratégie politique consiste à chercher celui qui me fait élire. On ne fait pas la morale. Si tu es du Grand Nord comme le président de l'Assemblée nationale et que je constate que tu vas me faire élire, les considérations d'âge que vous avez ne sont pas les mêmes que les miennes. Tout à fait. Moi, je parle de la politique, je ne parle pas de l'église, c'est compliqué pour moi. Parce que là-bas, c'est les ordres moraux et tout, et tout, et tout. Nous cherchons les lecteurs. Nous cherchons les personnes capables de nous faire gagner une élection. Si, pour autant, vous qui êtes en face, vous constatez que les vieillards du RDPC peuvent faire tomber le RDPC en proclamant vieillard impotent. Mais actionnez votre stratégie à ce niveau. Mais ne dérogez pas à la loi et au règlement. C'est ça. On ne sait pas pourquoi on fait ce type de débat. Non, tu ne peux pas avancer et reculer. Oui. Vous venez de refuser au Sud. Et c'est pour ça que votre attitude est éminemment pédagogique dans ce pays. Et l'histoire vous saura. Ils ont refusé qui au Sud? Vous avez refusé au Sud C'était une personne âgée. quelqu'un qui, du point de vue de la légalité, À sa place. vous a été proposé. Mais vous l'avez refusé en raison des considérations qui renvoient à l'ordre moral. Non, Elibi. Parce que c'était un homme qui a été incapable de diriger une grande entreprise. Elibi, ce n'est pas pour ça. Je reste politique. Oui. Nous avons remplacé M. Mvé à l'occasion d'une élection. Oui. Oui. Il est À l'occasion C'est de la discussion on n'a pas remplacé Mvé parce qu'il a échoué dans une société publique. Non. Non, je voulais qu'on soit sûr. Parce qu'il aurait déjà peut-être échoué dans une société publique, mais il est devenu président du conseil après cette société. Mais il n'était pas candidat. Ce n'est Je vous dis qu'en matière d'éducation politique, c'est une stratégie. Ne venez pas déroger à ce que tout le monde doit faire et qui sera moralement bon. Pour remplacer un député, en dehors des cas extrêmement difficiles, parce qu'on n'est pas là pour faire mourir les gens. De décès ou de démission. Hein? C'est la loi. La loi prédispose que vous attendez la prochaine élection. Vous mettez une stratégie à part pour qu'il ne soit pas dans la capacité d'être élu à l'Assemblée parce que c'est un poste statutaire. Empêchez-le d'abord d'être député. Ça, on aura pour le débat de savoir s'il est vieux ou s'il n'est pas vieux. D'accord. La personne qui a son parti politique, et je ne dis pas pour rien que j'ai cité les noms ici aujourd'hui, qui a son parti politique, même des stratégies légales, autant pour moi, pour qu'à l'occasion du moment de grand changement, ou changement que vous apportez les éléments de langage non constitutifs pour l'éducation politique mais jeune. Il faut utiliser ce qui est une éducation politique, ça va.
Maintenant, vous dites qu'il a volé. D'autres disent qu'on ne le connaissait pas. Quelqu'un à 55 ans, tu le connais à 35 ans, tu dis que quand voici le milieu président de la République, il ne peut pas faire ceci. Est-ce que tu le connaissais avant? Nous restons dans le cas s'il est compétent, s'il fait une bonne campagne, et nous savons que le Cameroun ça fait des campagnes, et qu'il convainc dans la population. Il y a donc des dérivés politiques qui sont dans les départements, dans les amas scolaires, à l'église et tout, qui peuvent susciter une adhésion à une politique qui est mise en place. Si on reste là, ça c'est politique. Maintenant, les considérations dont vous ne pouvez pas apporter la preuve ici, me gênent. La démarche d'Olivier Billet, c'est quoi? C'est une démarche légale. Oui. Voilà le type de démarche qu'il faut faire. Olivier va donc aller face à la loi, apporter des éléments d'appréciation qui feront avancer le débat. Comme les autres éléments d'appréciation usités par eux, les mandats impératifs, le tir est mort, le cercueil porté et tout, vont avancer le débat. Mais nous sommes dans un cadre politique. Et ce cadre politique a ses règles, qui ne doit pas être en inconformité avec la loi. Et du corps des citoyens, qu'ils soient politiquement marqués, les démissions des citoyens nous gênent. C'est pour cela qu'on a tous contribué aujourd'hui parce que... On sait donc oui. Alors pour le cas des présidents du Sénat ou de l'Assemblée nationale, on sait comment faire pour remplacer ou pas. Oui. Enfin, on a beaucoup insisté sur les cas des présidents de ces chambres au niveau des deux chambres. On a beaucoup insisté là-dessus, peut-être parce que c'est peut-être les cas sur lesquels on pouvait trouver des arguments. J'ai bien vu l'habileté de l'argumentaire du professeur Onanguini là-dessus. Il a dit des choses qui étaient assez habiles, assez justes par moments, mais je crois qu'il a aussi fait des analyses qui nous permettaient clairement de voir qu'il y a un problème. Je crois qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Et c'est ça qui, moi, me paraît important. Vous nous attendez pas la solution. Comment dire ça? Le problème des deux responsables, ou plutôt le problème plus général qui affecte le président de la République, c'est une situation en réalité de pharaonisation du pouvoir. Il y a pharaonisation. Vous connaissez la logique de Pharaon. Pharaon, c'est quelqu'un qui devait mourir avec ses serviteurs les plus essentiels. On devait l'enterrer avec eux en même temps. Et nous sommes précisément dans ce type de trajectoire-là, où le président de la République, n'est plus en mesure de faire bouger. Je ne sais pas quel type de pacte ils ont pu sceller entre eux, mais en tous les cas, il y a il y a des phénomènes qui sont devant nous, qui sont peut-être de l'ordre du métaphysique, et que peut-être le citoyen ordinaire ne peut pas comprendre en fait. Comment pouvez-vous comprendre que vous ayez... Alors parce que si on devait prendre le président du Sénat, qui lui-même, je crois qu'il a été nommé tout simplement, si vous prenez celui de l'Assemblée nationale, dont on est député, c'est vrai, mais annuellement, la Chambre peut la possibilité de le changer, de le maintenir, de le changer pour précisons les choses, ça dépend de lui. En ce qui concerne les présidents des chambres, les choses se passent exactement comme ça s'est passé au sud, plutôt dans les régions, lors des dernières régionales, où Bikoro et ses amis ont décidé de faire tomber des acteurs. Ils ont refusé la logique des fermés. Oui. C'est un secret de polichinelle que de dire que président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, c'est des gens qui sont nommés. Oui. Dans le contexte camerounais actuel, c'est le président de la République qui les choisit et qui les nomme. Personne, même si on vous dit qu'il y a un vote derrière, ce n'est qu'une... D'abord, c'est les chambres d'enregistrement. Est-ce que ça produit essentiellement sous le contrôle du chef de l'État. Ça produit des résultats. À partir de ce moment-là, et je shift sur ce que le professeur Onanguini disait tout à l'heure, anthropologique, le choix de ces acteurs-là, qui relèvent du président de la République, est quelque chose qui, de manière naturelle, devrait, comment on va dire ça, se faire sur la base d'une simple instruction que lui donnerait, pour constater, parce que si le président de la République veut ne pas rentrer dans lui des manquements que nous lui reprochons, il lui appartient quand même de nommer, pour ainsi dire, d'autres responsables de son propre parti, puisqu'on ne peut les choisir que dans son parti. Est-ce qu'on lui demande de son parti? Et donc, dans son parti, on ne doit quand même pas considérer que dans le parti qui s'appelle le RDPC, il n'y a pas des acteurs d'assureurs de région de manière absolument... La capacité politique n'est pas la capacité administrative. Quand j'ai dit ça,
La capacité politique n'est pas la capacité Quand je dis ça, administrative. je sors du registre de ces deux responsables pour shifter maintenant vers le gouvernement. Est-ce qu'on a aussi est-ce que les mêmes contraintes se présentent aussi au niveau du gouvernement? Combien de membres du gouvernement sont morts? Combien? Nous parlions tout à l'heure du président du Conseil économique et social. Là-bas aussi, on a besoin, il est aussi élu. Ça fait depuis combien d'années l'organe est en hibernation? C'est pour vous dire, mes chers amis, et je le redis sur ce plateau, vous m'avez fait l'amitié de venir. Je vous le dis. Et je fais ici une lecture qui est métaphysico-politique. Il y a ici un problème de dépossession de l'onction du pouvoir au niveau du président de la République. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle il n'arrive plus à assumer ses fonctions, où nous observons cette espèce de gouvernance à la fois par procuration. C'est la bonne question. Je vous laisse le soin de... Mais en tous les cas, nous faisons le constat. Nous faisons le constat de la dépossession et nous disons que le Cameroun, pays arriéré, retardataire, extrêmement faible du point de vue de la gouvernance, pays en situation, je ne sais pas, qui vit au ralenti, pays qui est gouverné par procuration, comme chacun de nous le sait, ne peut pas se permettre de procéder, de fonctionner comme ça pendant 7 autres années. Il est absolument impératif que nous, les Camerounais, prenions nos responsabilités. C'est pour ça que j'ai aimé. Voilà. Nous avons impérativement... Attendez. Voilà. Non, le monde a raison quand il vous a parcouru les générations que nous représentons. Et les générations sur lesquelles je crois qu'il a pointé de manière prioritaire, c'est les générations au sein du RDPC qui se sont couchées et qui ont, je dirais, appelé à une mobilisation totale et sans réserve en faveur de choix. Le président, il n'avait pas le choix, oui, bien sûr, mais c'est bien la raison pour laquelle, j'en finirai là-dessus, Jean-Jacques Zé, et c'est bien la raison pour laquelle vous me permettrez sur ce plateau de redire aux sages du Conseil qu'ils ont une responsabilité absolument énorme aujourd'hui face à l'histoire. D'accord. Moi, j'attends l'audience lorsqu'elle sera... On va sortir par là. Valère, on va sortir par là. C'est ça le problème. L'élimination directe. Quelque chose pour dire que ce que nous vivons, c'est toujours ces genres d'atmosphère de fin de règne. Lorsque le chef est âgé et qu'on ajoute encore à tout ce que... Bilé le disait tout à l'heure, ça paraît de manière anodin, mais c'est cela en fait. Il y a comme un pacte entre le président, mais cela est visible. Je l'ai dit en 2 ou 3 mots. Ce à quoi nous assistons sur le gouvernement, moi je pense qu'il ne viendra pas. S'il vient, j'ai dit comment il viendra. C'est-à-dire que on va remplacer les médiocres par des médiocres sagement formés. Comprenez? Pour leurs intérêts. Mais pour moi, il ne viendra pas. Qu'il vienne comme je viens de dire là, qu'il ne vienne jamais, c'est qu'il ne viendra jamais, tout simplement parce qu'il ne répondra jamais. Il répondra jamais aux attentes du peuple et du développement que nous voulons tous, vous comprenez? Mais nous sommes aussi dans une logique. C'est en 6 février 1952, lorsque le père de la reine Elisabeth s'en va, quelque temps avant, on a assisté à des désordres en Angleterre. Pour que je rappelle un peu ça, la petite histoire. Et c'est Winston Churchill qui, en fait, pour expliquer la situation de désordre qui se passait, il disait simplement, il répétait en fait un axiome. Authority denies dying king, c'est-à-dire que l'autorité n'accompagne jamais le prince dans la tombe. C'est-à-dire que plus vous vieillissez, plus vous devenez fatigué, vous perdez votre autorité au fur et à mesure, parce qu'en fait vous perdez aussi la main sur la gestion des affaires de l'État. C'est simple. Et l'autorité ne vous accompagnera jamais dans la tombe, parce qu'une fois que vous êtes mourant ou partant, l'autorité cherche une autre tête sur laquelle se poser. Et la tête là, c'est... Et c'est pour cela donc, la tête, le président vous l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris que le chef ne tient plus rien. Ils ont même aidé le chef à ne plus rien tenir. Parce que Biya leur a donné l'impression en fait qu'il était un génie. Et ils ont fini par apprendre et étudier Paul Biya au point de renverser son génie contre lui. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez, c'est qu'ils ont donc récupéré cette autorité qui ne veut pas l'accompagner dans la tombe. Et ils se la sont distribuée. Avec la bénédiction de sa cuisine. C'est pour ça que vous allez donc voir que quand nous nous retrouvons dans cette logique de gouvernement, Biya ne connaît plus personne. Il est encore obligé de s'appuyer sur ce que le peuple réprouve pour pouvoir faire un semblant de changement. Qui ne sera donc pas un changement, puisqu'en fait, si c'est les mêmes criminels qui font encore le gouvernement du président, vous comprenez qu'on sera toujours à tourner en rond. Donc c'est ça la grande particularité, M. Jean-Jacques Zé. Pour sortir et dire que
Pour moi, je veux dire à la jeunesse que de ne rien attendre de Paul Biya. Vraiment, on n'a plus rien à attendre de Paul Biya. Il nous a montré qu'on peut vivre sans lui pendant 7 années de septennat. De septennat. Et ne pas avoir de résultats. Cette année, le président a été absent. Il nous a sacrifiés à ces criminels. Covid, Cannes et tout ce qu'on a vu. On a même eu des morts. Martinez est parti. Jusqu'aujourd'hui, il a un poisson à la morgue. On a eu des morts. On a eu des morts. Le plus récent encore, Anissé Kane est parti. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le sort de Anissé Kane. Vous voyez? Donc le président nous a sacrifiés à ces criminels qu'il entretient savamment parce que lui, il pense que tant qu'il est au pouvoir, alors le Cameroun peut continuer à fonctionner. Merci. Alors je voudrais dire à la jeunesse, je suis sorti, ne vous inquiétez pas, je sais que ce que je dis est suffisamment vous faire peur. Je dis que la jeunesse doit apprendre à vivre, apprenons à vivre sans Paul Biya. Et allons aux élections. Je le répète, ce message, je ne manquerai jamais de vous le répéter. C'est ça le message de fond. Allons aux élections pour couper le Cameroun. C'est là-bas la voie. Pour couper le Cameroun. Voilà les deux. Il y a des élections qui arrivent dans quelques semaines. Bientôt, allez vous inscrire. Bientôt, à la jeunesse. Les jeunes, chez vous, la jeunesse. Nous autres, nous nous fatiguerons. Moi, je passerai à autre chose bientôt. Parce que si je me rends compte que nous parlons. Non, n'abandonnez pas. Nous passerons aussi à nos affaires privées. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Merci. Allez, on va prendre le temps additionnel pour la troisième thématique. L'ancien président Biya était face au corps diplomatique cette semaine. Il a présenté la vision internationale du Cameroun. On l'attendait